Sortez, qui a laissé entrer cette femme noire? C'est une banque ici, pas un marécage. Son visage était empreint de mépris. Isolde s'arrêta. Je suis ici. Pour musique, discuter d'un compte fiduciaire. Taisez-vous, vous êtes tous les mêmes. Toujours à mendier, toujours délirant. Sortez avant que j'appelle la police. J'ai des papiers. Des papiers? Il lui arracha le dossier des mains et l'écrasa sous sa chaussure. Une imbécile comme vous ne sait même pas lire. Isolde ne sia pas. Elle leva lentement les yeux vers le portrait du fondateur suspendu derrière lui. Une plaque nominative dorée. Les âges. Le nom exact sous lequel il se tenait. Son visage devint livide. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Laissez-moi vous ramener au début. L'Union bancaire du patrimoine n'était pas une banque ordinaire. C'était le genre d'endroit qui vous faisait vous sentir pauvre à l'instant même où vous y pénétriez. Les sols étaient en marbre italien, polis si méticuleusement qu'on pouvait y voir son propre reflet. Des lustres en cristal pendaient de plafonds qui s'élevaient sur 3 étages. L'air sentait le base brace, cuir, le vieux bois et l'argent. Le genre d'argent que la plupart des gens ne toucheraient jamais de leur vivant. La succursale historique se trouvait course de l'intendance, au cœur de Bordeaux. Elle se dressait là depuis 1952. Et si vous franchissiez ces lourdes portes vitrées, la première chose que vous remarquiez, avant les lustres, avant les garnitures en laiton, avant les cordons de velours séparant les clients privilégiés du reste du monde, c'était une rangée de portraits à l'huile alignés sur le mur est. D'anciens présidents, des présidents du conseil d'administration, des cadres en costume sombre au visage et grave, mais le plus grand portrait trônait au centre. Un homme noir de haute stature, vêtu d'un costume 3 pièces, les mains jointes devant lui, le regard calme et digne. Sous le cadre, une plaque dorée indiquait « Fernand Lesage, fondateur, 1952 ». La plupart des employés passaient devant ce portrait chaque jour sans même lire le nom. Pour eux, ce n'était qu'un élément de décoration, un bruit de fond. Ils n'avaient aucune idée de ce que ce nom signifiait. Et en ce mardi matin particulier, cette ignorance allait coûter à l'un d'eux absolument tout. Isolde Lesage arriva à 9h47. Pas de chauffeur, pas d'entourage, pas de sac d'œufs, créateur ni de boucle d'oreille en diamant. Elle portait un simple blazer en lin sur un chemisier blanc, un pantalon sombre et des chaussures plates qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas. Elle portait un porte-documents en cuir usé sous le bras, le genre d'objet que l'on trouve dans une friperie et non dans une boutique de luxe. Rien chez elle ne criait la richesse. Rien chez elle ne réclamait l'attention. Et c'était exactement le but. Isolde était la petite-fille de Fernand Lesage, l'homme du portrait. Elle était également l'actuelle présidente du conseil d'administration de la holding familiale Lesage, qui détenait 61% des parts de la banque. En termes simples, sa famille possédait le bâtiment, la marque et chaque bureau à l'intérieur. Mais Isolde ne s'en vantait pas. Elle ne l'avait jamais fait. Une fois par an, elle choisissait une succursale au hasard et s'y rendait sans s'annoncer. Pas de rendez-vous, pas d'appel préalable au siège. Elle entrait, comme n'importe quelle cliente ordinaire pour voir comment le personnel traitait les gens quand aucune personne importante ne regardait. Aujourd'hui, c'était au tour de la succursale historique de Bordeaux. Elle franchit les portes vitrées et rejoignit la file d'attente. 3 personnes devant elle. Elle attendit, les mains croisées sur son porte-documents, patiente, silencieuse. Elle ne coupa pas la file. Elle ne sortit aucune carte de jonc. Membre. Elle ne demanda aucun traitement de faveur. Lorsqu'elle atteignit le guichet, une jeune femme noire nommée Fanta Silla l'accueillit. Fanta avait des yeux chaleureux et un sourire nerveux. Le genre d'employé qui essayait, sincèrement d'aider, mais qui passait son temps à regarder par-dessus son épaule. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? »« Bonjour, dit Isolde. Sa voix était douce, posée.
Je souhaiterais m'entretenir avec le directeur de l'agence concernant une question relative à un compte de gestion de patrimoine, s'il vous plaît. Fantasia. Les comptes de cette envergure relevaient du niveau de la direction générale. Personne n'entrait dans une agence directement depuis la rue pour poser des questions à ce sujet. Elle hésita, jeta un coup d'œil à son écran, puis décrocha le téléphone. « Laissez-moi appeler Monsieur Tavernier pour vous. » 30 secondes plus tard, la porte vitrée du bureau d'angle s'ouvrit. Gildas Tavernier en sortit. La cinquantaine, des cheveux poivre et sel plaqués. Arrière, un costume sur mesure en flanelle grise qui coûtait probablement plus cher que ce que Fanta gagnait en un mois. Il portait une lourde montre en or au poignet gauche et marchait comme un homme persuadé que le bâtiment portait son nom, le torse bombé, le menton haut. Chaque pas était délibéré, territorial, tel un prédateur arpentant son domaine. Il balaya le hall du regard comme un propriétaire inspectant ses murs, puis ses yeux se posèrent sur Iseult. Il s'arrêta. Son regard glissa de son visage à son blazer. De son blazer à ses chaussures plates. De ses chaussures aux porte-documents en cuir usé qu'elle tenait serrées contre elle. Son expression changea. Ce ne fut ni subtil, ni poli. Sa lèvre supérieure se retroussa légèrement. Sa mâchoire se contracta. Ses yeux se plissèrent en un regard froid et méprisant. Le genre de regard que l'on jette à une saleté collée sous sa semelle. Il ne lui tendit pas la main. Il ne la prit pleins et masses, il ne la plaindis, salua pas. Il ne dit pas « Comment puis-je vous aider ?» Il se contenta de la toiser et de lancer « Et qu'est-ce que vous voulez, exactement ?» Iseult garda son calme. Elle avait l'habitude des pièces qui ne l'attendaient pas. Elle avait l'habitude des regards qui la traversaient comme si elle n'existait pas, mais la façon dont Gildas Tavernier la fixait lui indiqua que cette visite allait être différente. « Je voudrais discuter d'une question concernant un compte fiduciaire familial, » dit-elle calmement. « J'ai apporté les documents justificatifs nécessaires. » End quote. Gildas ne bougea pas d'un pouce. Il se tenait à 2 mètres d'elle, les bras croisés, les pieds ancrés dans le marbre poli. Il la regardait comme on regarde un intrus s'étant glissé dans une réception privée sans y être invité. « Un compte fiduciaire, répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait quelque chose d'avarié. « Oui, monsieur. Vous? »« Oui. » Il laissa échapper un court ricanement par le nez. Pas un rire amical, le genre de rire qui disait « Je n'arrive pas à croire que je perds mon temps avec ça. » Anson 65. « Madame, ces comptes sont gérés directement par notre direction de la gestion de fortune à Paris. Vous ne pouvez pas simplement arriver de la rue et commencer à formuler des exigences. »« Je connais la procédure, » répondit Iseult. Toujours calme, toujours posé. « Je dispose d'un accès autorisé. Je demande simplement à examiner les relevés d'activité récents pour cette succursale. » Un accès autorisé. Il pencha la tête, un sourcil levé, comme si elle venait de lui annoncer qu'elle savait voler. Autorisé par qui, exactement? Par la holding elle-même. C'est indiqué dans les documents. Elle souleva son porte-document en cuir. Si vous me permettez de vous les montrer. Attendez. Gildas leva une main, la paume à plat, tout près de son visage, assez près pour que cela ressemble à un avertissement. Puis il se tourna, non pas vers Iseult, mais vers le hall de l'agence. Il parla assez fort pour que chaque personne présente dans la pièce l'entende. Sa voix rebondit sur les murs de marbre, revenant 2 fois plus forte. « Mesdames, Messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Cela nous arrive de temps en temps. Quelqu'un s'égare depuis la rue, un peu confus, et s'imagine être au bon endroit. » Il se retourna vers Iseult, avec un mince sourire. « Madame, êtes-vous sûre de ne pas chercher l'agence de transfert de fonds ou l'antenne d'aide sociale au bout de la rue? Ce serait sans doute plus adapté à votre profil. » Il prononça votre profil de la même manière qu'on dirait votre espèce. Tout le domaine, le monde dans le hall l'entendit. Tout le monde comprit exactement ce qu'il voulait dire. Quelques clients s'agitèrent sur leur siège.
Un couple plus âgé près de la fenêtre échangea un regard mal à l'aise. Un homme en costume gris fixa son téléphone, faisant semblant d'être ailleurs. Une mère près de la zone d'attente serra sa jeune fille contre elle. Isolde sentit la chaleur monter à sa nuque. Mais elle ne laissa rien paraître. Sur son visage. « Je suis au bon endroit, dit-elle doucement. « Ah oui ?» Gildas s'approcha. Assez près pour que son parfum, lourd, coûteux, étouffant, s'interpose entre eux comme un mur. Parce que je dirige cette succursale depuis 11 ans, et je n'ai jamais vu une personne comme vous entrer. Ici pour me parler de comptes de cette importance. Une personne comme vous. Les mots frappèrent comme une première gifle avant. La suivante. Isolde les laissa passer. Puis elle ouvrit son porte-documents, sortit 2 éléments, et les posa sur le comptoir. Sa carte nationale d'identité, et une lettre d'accréditation officielle à l'entête de la holding Lisage, arborant le sceau de la famille, le numéro de compte et son nom complet. Elle les disposa côte à côte, avec soin, avec précision. « Voici ma pièce d'identité officielle, dit-elle, et ma lettre d'accréditation. Elle comporte le numéro de compte, mon nom, et l'étendue de mes droits d'accès. » Gildas regarda le comptoir comme si elle y avait déposé un insecte mort. Il ramassa d'abord la carte d'identité, la tint près de ses yeux, l'inclina à gauche, puis à droite, la scrutant de la même manière qu'un douanier examine un passeport suspect, cherchant déjà une raison de la rejeter. Puis il regarda la lettre. Il ne la prit pas en main. Il se pencha au-dessus, survolant à peine la première ligne, et la repoussa du bout de 2 doigts, comme on écarte une serviette sale. « Cela ne prouve rien, dit-il d'un ton plat. N'importe qui peut imprimer un morceau de papier, madame. » Il laissa retomber sa carte d'identité sur le comptoir. Elle tinta contre le marbre. « Je pourrais en imprimer une affirmant que je suis le Premier ministre. Ça n'en ferait pas une vérité. » Il s'interrompit, croisa les bras, puis sourit lentement. Le sourire le plus hideux qu'Isolde ait jamais vu. Ce n'était pas un sourire. C'était du mépris, enrobé dedans. Et, en toute honnêteté, il la traversait du regard comme si elle n'était rien. « Vous n'avez pas vraiment l'air de quelqu'un qui sait lire, et encore moins, gérer un portefeuille financier. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau stagnante. Le silence s'épaissit dans le hall. Fanta, derrière le comptoir, se figea. Ses doigts s'arrêtèrent net sur le clavier. Elle avait déjà jeté un coup d'œil à la lettre d'accréditation. Elle avait déjà vu le nom. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle s'apprêtait à parler, mais Gildas la prit de vitesse. Il lança à Fanta un regard si acéré qu'il aurait pu couper du verre. Un regard qui disait « un seul mot et tu es dehors ». Fanta referma la bouche, baissant les yeux vers son écran. Ses mains tremblaient au-dessus des touches. Isolde expira lentement. Elle sentait les regards de tout le hall peser sur son dos. Elle entendait ce silence, épais, chargé d'électricité, vibrant de tension. Le genre de silence qui emplit une pièce quand 40 personnes savent qu'une chose terrible se produit et que personne n'ose l'ouvrir. « Monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, presque douce, « je vous demande respectueusement d'examiner mes documents avant de porter un jugement. » Gildas L. ignora royalement, al eternal lab, fit face a hall a day. Nouveau la voix comme s'il prononçait un discours. « Mesdames et messieurs, c'est précisément pour cela que nous avons des protocoles de sécurité. Parce que de temps en temps, des individus. » Il fit un geste de la main vers Isolde sans daigner la regarder. « Point entre ici avec un papier imprimé et s'imagine pouvoir se servir dans l'argent des autres. » Il fit claquer ses doigts. Le bruit résonna dans le hall comme un coup de fouet. Ce n'est pas de la banque. C'est de la tentative d'escroquerie. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd, infamant. Escroquerie. Une dame âgée, dans la zone d'attente, plaqua sa main sur sa bouche. Un jeune homme près de l'entrée agrippa la poignée de la porte. 2 hommes d'affaires échangèrent un regard qui signifiait « ça va trop loin ». Fanta agrippait le bord de son bureau si fort que ses phalanges étaient blanches.
Iseult restait immobile, son porte-document pressé contre sa poitrine. Son visage ne laissait rien paraître, mais sa mâchoire était contractée et ses doigts s'étaient crispés sur le cuir. « Je ne commets aucune escroquerie, dit-elle. Calme. Sûr. Eh bien, je n'en sais rien, n'est-ce pas? Gildas s'adossa au comptoir. Désinvolte. Supérieur. Il croisa les jambes à la cheville comme s'il discutait gentiment lors d'un cocktail. Laissez-moi vous brosser un tableau. Il la dévisagea de haut en bas. Lentement. Délibérément. Commençant par ses chaussures. Remontant le long de sa silhouette. Prenant son temps, comme un juge, examine un prévenu avant de prononcer la sentence. Pas de montre, pas de bijoux, des chaussures usées jusqu'à la corde. Ce blazer a l'air de sortir d'un bac de collecte de la Croix-Rouge. Il pointa son porte-document du doigt. Et ce sac? Ma fille adolescente ne voudrait même pas l'utiliser pour ses affaires de sport. Quelqu'un dans le hall laissa échapper un soupir étouffé. Une femme près de la fenêtre murmura à son mari. C'est affreux. Gildas l'entendit. Il n'en avait qu'un. Les gens qui possèdent des comptes fiduciaires de cette envergure, dit-il en baissant légèrement le ton pour se donner un air raisonnable, la forme de cruauté la plus dangereuse, celle drapée de calme. Point ne se présente pas ici, comme s'il venait postuler pour un travail de plongeur dans un fast-food. Ils viennent accompagnés d'avocats, sur rendez-vous pris des semaines à l'avance, dans des voitures qui coûtent plus cher que votre loyer annuel. Il se pencha, en avant, son visage tout près du sien, assez près pour qu'elle sente son souffle. Ils ont l'apparence de ceux qui ont leur place ici. Il se redressa, ajusta ses boutons de manchette, lissa sa cravate. Vous n'avez pas l'air d'avoir votre place dans ce bâtiment. Ni dans ce hall, ni à ce guichet, ni dans ce quartier. L'air s'était figé comme de la pierre. 40 personnes immobiles. L'horloge du hall égrenait les secondes comme un cœur qui bat avant l'impact. Iseult prit une inspiration, longue, régulière, maîtrisée. « Je souhaite m'entretenir avec votre supérieur hiérarchique, dit-elle. Gildas sourit de toutes ses dents, le sourire d'un homme qui se croyait au-dessus de tout. « Ma grande, dit-il, le patron dans ce bâtiment, c'est moi, il n'y a personne au-dessus de moi ici. » Il ramassa sa carte d'identité et la fit glisser vers elle. Lentement. De la façon dont on rejette un détritus à son propriétaire. Maintenant, reprenez vos petits papiers et allez-vous-en. Avant que je ne fasse intervenir quelqu'un pour vous y aider. Gildas n'attendit pas qu'elle parte. Il en avait fini avec les demandes. Fini de dover dans, faire semblant de discuter. Il fit un signe de tête au vigile posté près de l'entrée. Malik Belkacem. Des épaules larges, la mâchoire carrée. Il avait observé toute la confrontation depuis l'autre bout du hall, sans bouger d'un poil. Malik accompagnait cette dame vers la sortie. Tout de suite. Malik regarda Iseult, puis Gildas, puis à nouveau Iseult. Elle se tenait, parfaitement droite, les bras le long du corps, son porte-document sous le bras, sans crier, sans faire la moindre scène. La personne la plus calme de tout, le bâtiment. « Monsieur, dit Malik avec prudence, elle ne semble pas vraiment poser de. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? » Le visage de Gildas vira au rouge, sombre. Une veine battait à sa tempe. « Cette femme commet une tentative d'escroquerie dans mon agence, devant mes clients. Fais ton travail, bordel. Ou, je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire. » Malik déglutit. Il fit un pas hésitant vers Iseult, puis s'arrêta. Gildas pivota de nouveau vers elle. Sa voix se fit plus basse. Non pas plus. Douce, mais plus sombre. Le genre de ton qui vide une pièce de son oxygène. Vous voyez ça? Il pointa un doigt vers Malik. Même le vigile ne veut pas s'approcher de vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous contaminez tout ce que vous touchez. Vous êtes entré dans ma banque et vous l'avez sali par votre simple présence. Il ne chuchotait pas. Il voulait que chaque personne présente dans le hall l'entende, et ce fut le cas. Une femme dans la zone d'attente porta sa main à sa poitrine. Un homme près du bureau des conseillers s'enfonça dans son siège comme
s'il voulait s'enfoncer sous terre. Iseult ne s'y pas. Elle posa son porte-document sur le comptoir. Lentement. Soigneusement. Puis elle en sortit un second exemplaire de la lettre d'accréditation. Elle en avait gardé un double. Et elle le posa à plat sur la surface de marbre. « Voici mon accréditation, » dit-elle. Sa voix n'avait pas changé. Toujours calme. Toujours posée. Mais quelque chose sous la surface s'était durci. Quelque chose de plus lourd. Comme l'avertissement ultime avant qu'une porte ne se referme à jamais. Je vous demande une toute dernière fois d'examiner ce document avant de prendre une décision que vous ne pourrez plus annuler. Gildas jeta un coup d'œil à la lettre de la même manière qu'on regarde une publicité avant de la jeter à la poubelle. Puis il la ramassa pendant une seconde. Une seule. Le Hall retint son souffle. Peut-être allait-il la lire cette fois. Peut-être ses yeux allaient-ils accrocher le nom en tête de page. Peut-être que ce cauchemar allait s'arrêter là. Il ne la lut pas. Il tint la lettre en l'air devant son visage. S'assura qu'elle regardait bien. Puis il saisit les deux bords et la déchira en deux. Lentement. Délibérément. Le bruit du papier déchiré trancha le silence comme un rasoir dans du tissu. Il froissa les deux morceaux en boule et les jeta à ses pieds. Des déchets, dit-il, les yeux ancrés dans les siens. Des détritus. Tout. Comme la personne qui les a apportés ici. La boule de papier atterrit sur le marbre poli, blanc sur blanc, l'entête de la holding lisage restait visible à travers les plis. Iseult regarda le papier au sol. Elle regarda Gildas. Et puis, elle fit un geste qui fit retenir sa respiration à l'ensemble du hall. Elle s'agenouilla. Elle s'abaissa sur le sol de marbre froid de la banque que son grand-père avait bâti de ses propres mains 70 ans auparavant. Ses genoux pressèrent la pierre. Elle tendit la main vers le papier froissé. Ses doigts s'employèrent avec soin à lisser les plis, essayant de rassembler les deux moitiés déchirées. Sa respiration avait changé. Plus courte, plus serrée. La seule faille dans un sang-froid qui avait tenu face à tout le reste. C'est à cet instant précis que Gildas Tavernier prononça les mots qui donnèrent la nausée à toutes les personnes présentes. Il se tenait juste au-dessus d'elle, les bras croisés, le menton levé. Il la regardait comme on regarde un chien, errant entrer dans la maison, et qu'il faut chasser d'un coup de pied. Et il le dit assez fort pour que cela résonne dans les moindres recoins de la pièce. Voilà qui est mieux. À genoux. C'est là que les gens comme vous doivent se tenir. À terre, là où vous avez toujours été, et là où vous resterez toujours. Ce qui suivit ne fut pas du silence. Ce fut pire. Ce fut le murmure d'une pièce entière réalisant qu'elle venait d'assister à quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Fanta couvrit sa bouche de ses deux mains. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle se détourna du comptoir et pressa son dos contre le mur. Tout son corps tremblait. Malik recula d'un pas complet. Son visage avait la couleur de la cendre. Il ressemblait à un homme regardant effondrement, pétrifié, impuissant, rongé par la certitude qu'il aurait dû intervenir et qu'il ne l'avait pas fait. Un homme âgé en blasé marine dans la zone d'attente. Les cheveux blancs, environ 70 ans, agrippa les accoudoirs de perles de Grapsend Fiver. Son siège jusqu'à en avoir les jointures blanches. Il secouait la tête, lentement, encore et encore. Sa bouche s'ouvrait et se refermait, mais aucun son ne sortait. Près de la fenêtre, une jeune femme avait son téléphone levé, en train de filmer. Sa main tremblait, mais l'appareil restait braqué, imperturbable. Un deuxième téléphone apparut derrière elle. Puis un troisième près de la porte d'entrée. 3 caméras, 3 angles, 3 éléments de preuve qui s'apprêtaient à balayer la carrière d'un homme, sa liberté et sa vie entière. Iseult rassembla le papier déchiré sans un mot. Elle se redressa, lentement, délibérément, de la manière dont une reine se relève après avoir été contrainte de s'incliner. Pas brisée, mais habitée par une force froide. Elle regarda Gildas droit dans les yeux. Sa joue était rouge, là où l'humiliation s'était installée sous sa peau comme la marque d'une brûlure.
Mais sa voix était de fer. « Vous allez le regretter, dit-elle. Pas fort, pas en colère, juste avec une certitude absolue. De la manière dont on énonce un fait qui a déjà été décidé, par des forces bien supérieures à cette pièce. Ces mots auraient dû le faire réfléchir. Auraient dû déclencher un signal d'alarme dans sa tête, lui criant de s'arrêter, de reculer, de réfléchir à qui cette femme pouvait réellement être. Rien n'y fit. Gildas Tavernier était au-delà de la raison, au-delà de l'instinct. C'était un homme debout au bord d'un gouffre, regardant droit devant lui, absolument persuadé qu'il pouvait voler. Il s'approcha. Il leva sa main droite. Et il gifla Iseult Lesage au visage. Plein visage, toute sa force. Le claquement de la peau contre la peau explosa, dans le hall de marbre comme un coup de feu. Il ricocha sur le plafond, sur les lustres, sur les garnitures en laiton, sur les portraits à l'huile et sur les murs de pierre froide. Il traversa le corps de chaque personne présente dans cette pièce comme une décharge électrique. Iseult chancela violemment sur le côté. Elle se rattrapa au bord du comptoir, pour ne pas tomber. Son porte-document heurta le sol. Les feuilles s'éparpillèrent dans toutes les directions comme des feuilles, emportées par une tempête soudaine. Sa hand vint se poser sur sa joue, pressant la peau, brûlante, sentant la pulsation en dessous, lui confirmant que cela venait réellement de se produire. Un homme venait de la frapper devant tout le monde. En plein jour, le hall explosa. Fanta laissa échapper un cri aigu, strident, avant de dire « l'étouffer derrière ses mains ». Malik s'élança par réflexe, non pas vers Iseult, vers Gildas. Puis il se ravisa et se figea, tiraillé entre son instinct et ses consignes. Le vieil homme emblasé se leva d'un bond. « C'est une agression », hurla-t-il, la voix brisée par la fureur. « Vous venez de frapper cette femme. Que quelqu'un appelle la police. Asseyez-vous et mêlez-vous de ce qui vous regarde. » Aboya Gildas par-dessus son épaule. La jeune femme avec le téléphone parla distinctement depuis le fond de la pièce. « C'est sur tous les réseaux ce soir. Votre vie est finie. » Gildas n'écoutait pas. Il pointait toujours Iseult du doigt, la poitrine haletante, les narines dilatées, transportées par la poussée d'adrénaline d'un homme qui venait de commettre un acte monstrueux et s'en sentait encore grandi. « Sortez, cracha-t-il. Sortez de ma banque avant que je ne... » Il ne finit jamais sa phrase. Parce qu'Iseult écarta sa hand de son visage, redressa le dos, leva le menton et tourna son regard lentement, délibérément, par-dessus l'épaule de Gildas vers le mur situé juste derrière lui. Le mur des portraits. Ses yeux trouvèrent le cadre le plus grand, en plein centre. La plaque dorée au bas captant la lumière douce du lustre. Gildas la vit regarder. Par réflexe, par curiosité, ou peu, être à cause du tout. Premier frisson d'effroi qu'il ait jamais ressenti de sa vie, il se retourna. Et il était là. Fernand Lesage, fondateur, Union bancaire du patrimoine, 1952. Un homme noir de haute stature en costume 3 pièces, le regard fixe, visage empreint de cette même dignité tranquille et inébranlable que Gildas venait d'essayer d'effacer du visage de sa petite fille. Et le nom en lettres, d'or poli sous le cadre doré, des lettres qui étaient suspendues à ce mur, depuis plus de 70 ans. Lesage. Le même nom sur la lettre froissée à ses pieds. Le même nom sur la carte d'identité qu'il avait rejetée sur le comptoir comme un déchet. Le même nom qui était sur le point de pulvériser tout ce qu'il s'imaginait être. Il n'avait pas encore fait le rapprochement. Pas tout à fait. Mais il s'apprêtait à le faire. Gildas fixa le portrait. Puis Iseult. Puis de nouveau, le portrait. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son ne sortit. Iseult réajusta son blazer. Elle essuya le coin de sa bouche, du revers de sa main, et lorsqu'elle parla, sa voix était d'un calme terrifiant. « Savez-vous dans le bâtiment de qui vous vous tenez » Gildas Silla. Son cerveau tentait de traiter une information qu'il refusait d'accepter. « Quoi » parvint-il à articuler. Iseult fit un pas vers lui. Un seul. Mais ce simple pas modifia la gravité de la pièce entière. Gildas recula d'un pas.
Un recul inconscient, le tout premier, qu'il faisait de la matinée. Cet homme, dit Iseult, désignant le portrait sans quitter Gildas des yeux, est mon grand-père. Fernand Lesage. Il a fondé cette banque en 1952 avec 40 000 anciens francs et un rêve que des gens comme vous ne comprendront jamais. Le hall était si silencieux qu'on pouvait entendre les pampilles de cristal du lustre s'entrechoquer doucement. Ma famille détient toujours 61% des parts de cette institution. Chaque succursale, chaque bureau, chaque euro qui circule dans ce bâtiment n'y circule que parce que ma famille l'autorise. Elle fit une pause, laissant ces mots imprégner chaque recoin de la pièce. Je m'appelle Iseult Lesage, présidente de la holding familiale Les Edge, et vous venez de lever la main sur la femme qui décide si cette succursale reste ouverte ou ferme définitivement. Les mots percutèrent Gildas comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Son visage ne devint pas pâle, il devint gris. Ce gris particulier qui apparaît lorsque tout le sang quitte la tête d'un homme en un instant. Ces mêmes mains qui avaient déchiré sa lettre, qui avaient frappé son visage, se mirent à trembler le long de son corps, comme s'il avait perdu tout contrôle de ses propres membres. Il regarda à nouveau le portrait. Fernand Lesage, la plaque dorée, puis baissa, les yeux vers la lettre froissée sur le sol. Holding Lesage. Puis vers la carte d'identité sur le comptoir qu'il avait repoussée. Iseult Lesage. Juste là, depuis le début. Sur chaque document qu'il avait refusé de lire. Suspendu au mur, derrière lui chaque jour depuis 11 ans. Il n'avait jamais daigné regarder. Sa voix se brisa. Le ton autoritaire avait disparu. Ce qui en sortit était ténu, brisé, vide. Je ne savais pas. Vous ne l'avez pas dit. Il ne put achever sa phrase. Ses yeux scrutaient frénétiquement le hall à la recherche d'un soutien, d'une issue, de n'importe quoi qui lui dise que ce n'était pas réel. Personne ne bougea. Personne ne parla. Fanta était toujours appuyé contre le mur, les joues baignées de larmes, mais désormais, autre chose, brillait dans son regard. Du soulagement. Comme un témoin portant un terrible secret, et voyant enfin le secret éclater au grand jour. Malik se tenait les bras le long du corps. Il ne protégeait plus Gildas. Il le regardait de la manière dont on regarde un homme qui vient de sauter d'un toit. Et c'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Des talons secs sur le marbre. Pas assuré. Mesuré. Béatrice de Montaigu. Directrice générale régionale. Carré argenté impeccable. Une robe bleu marine. Le genre de femme capable de faire taire un conseil d'administration d'un simple regard. Elle était là pour une visite de routine planifiée depuis des semaines. Ce dans quoi elle venait de mettre les pieds n'avait rien d'une routine. Des papiers éparpillés sur le sol. Une lettre froissée. Fanta en larmes. Malik. Bloquant la sortie. 3 téléphones toujours en train de filmer. Iseult. Debout près du comptoir, la main sur sa joue, le blazer froissé, la femme que Béatrice rencontrait lors des conseils d'administration et des galas de doux, bienfaisance. Le visage de Béatrice devint blanc, puis rouge, puis prit une teinte indéfinissable. Une fureur contenue condensée en une seule expression. Madame Lesage, elle traversa le hall en 4 pas rapides. Ses talons claquèrent contre le marbre. Iseult. Que s'est-il passé ici? Iseult la regarda. Calme. Stable. La même prestance qu'elle avait conservée à travers toute l'épreuve. Demandez-lui, dit-elle en désignant Gildas d'un signe de tête. Béatrice se tourna vers Gildas Tavernier. L'homme qu'elle avait promu 6 ans, plus tôt. L'homme à qui elle avait confié la gestion de la succursale, historique. Désormais debout, au milieu de son propre hall. Blanc comme un linge. Tremblant de tous ses membres. Sous l'objectif de 3 téléphones, qui le frame-wise, filmait sous 3 angles différents. Gildas. Sa voix était de glace. Qu'avez-vous fait, Béatrice? Madame. De Montaigu. Je vous en prie. Je ne savais pas qui elle était. Elle ne me l'a pas dit. Elle est entrée. Béatrice leva une main.
Il s'arrêta instantanément. Comme si on avait coupé son alimentation. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était. Chaque mot tombait comme un coup près. Vous n'aviez pas besoin de son nom. Vous n'aviez pas besoin de son titre. Vous aviez simplement besoin de la traiter comme un être humain, et vous n'avez même pas été capable de cela. Elle lui tourna le dos comme s'il avait cessé d'exister. 2 appels téléphoniques. La sécurité du groupe. Le service juridique. Moins de 30 secondes pour chaque appel. Puis elle s'approcha d'Isol. Sortit un mouchoir de sa poche. Isol le pressa contre sa joue. « Je suis tellement désolée, » dit doucement Béatrice. Au nom de toute cette institution, cela n'aurait jamais dû se produire. Iseult hocha la tête. Elle ne dit pas que ce n'était rien, parce que c'était impardonnable. Derrière elle, Malik, ce même vigile à qui Gildas avait ordonné de jeter Iseult dehors, se repositionna entre Gildas et le reste du hall. Non pas pour protéger, pour le contenir. Les rôles s'étaient inversés. Complètement. Irréversiblement. Comme un interrupteur qu'on ne pourrait plus jamais basculer en arrière. 5 minutes plus tôt, Gildas Tavernier était le maître absolu de Prévernaille. Ces lieux. C'était lui qui décidait qui avait sa place et qui ne l'avait pas. Désormais, c'était lui qui n'avait plus rien à faire ici. Et chaque personne, présente dans ce hall le savait. Gildas Tavernier s'effondra. Pas lentement. Pas dignement. Il s'effondra de la camelée. Manière dont s'écroule un homme, dont toute l'identité reposait sur des prosas, faux semblants et qui voit tout s'écrouler d'un coup. Brutal, pitoyable, sans une once de dignité. Il fit un pas vers Iseult. Ses mains tremblaient si fort, qu'on aurait dit celles d'un homme ayant le double de son âge. Sa voix sortit, humide, désespérée. « Madame Lesage, je vous en prie. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée. Pouvons-nous aller dans mon bureau pour en parler? S'il vous plaît. Donnez-moi juste une chance de m'expliquer. » Iseult le regarda comme on regarde une tache sur un mur, sans colère, sans pitié, juste avec la froide constatation d'une laideur qu'il fallait traiter. « Vous m'avez giflé devant 40 témoins et plusieurs caméras, dit-elle. Sa voix était plate, définitive, comme une porte de prison qui se referme. Il n'y a rien à négocier, il n'y a rien à expliquer. Gildas ouvrit la bouche une fois de plus. Aucun son ne sortit. Sa mâchoire pendait, tremblante, comme celle d'un poisson manquant d'air. Béatrice s'interposa entre eux. Elle ne daigna pas regarder Gildas. Elle s'adressa au hall. Cette succursale fait désormais l'objet d'un audit d'urgence. Monsieur Tavernier est suspendu de toutes ses fonctions avec effet immédiat. Elle se tourna vers Malik. Ses badges, ses clés, tout de suite. Malik s'approcha de Gildas. Ce même vigile à qui, 20 minutes plus tôt, on avait ordonné d'expulser Iseult, se tenait désormais devant son propre supérieur, la main ouverte. « Vos clés et votre badge, monsieur. » Gildas plongea ses doigts tremblants dans sa veste. En sortit ses clés et son badge d'accès. Il l'étint un long moment. De la manière dont un homme s'accroche à ce qui le définissait et qui ne vaut désormais plus rien. Puis il les déposa dans la main de Malik. « Escortez-le dehors, » dit Béatrice. Sans aucune place pour la discussion. Malik prit Gildas par le bras. Sans violence, sans douceur non plus. Fermement. De la façon dont on gère quelqu'un qui n'a plus aucune autorité sur vous, et que, vous le savez tous les deux. Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée. Cette même porte vitrée qu'Iseult avait franchie 40 minutes plus tôt. Calme. Poli. N'attendant rien de plus qu'un respect élémentaire. Désormais, c'était Gildas qu'on y escortait dans la direction opposée. La tête basse. Les épaules rentrées. Ce costume coûteux semblait soudain flotter sur un homme qui s'était complètement vidé de sa substance. Tous les regards du hall le suivirent jusqu'à la sortie. Personne ne m'ôta. Ce silence disait tout. La porte vitrée se referma derrière lui dans un déclic sec. C'était le bruit d'une fin de carrière. Dehors, 2 véhicules de la police nationale de Bordeaux s'arrêtaient déjà le long du trottoir.
Quelqu'un avait composé le 17 à l'instant précis où la paume de Gildas avait rencontré le visage d'Iseult. Les policiers sortirent, ajustèrent leurs ceinturons et franchirent l'entrée. Iseult les accueillit. Comptoir. Elle déposa une plainte officielle pour violence volontaire avec le même calme et la même précision qu'elle avait montré tout au long de l'épreuve. Elle décrivit chaque instant, les insultes, la lettre déchirée, la gifle, sans jamais élever la voix. Un policier prenait des notes. L'autre passa derrière le comptoir pour examiner les enregistrements de la vidéosurveillance, son visage se durcissant à chaque minute de visionnage. « Nous avons tout ce qu'il nous faut », dit le brigadier-chef. Il sortit sur le trottoir. Gildas fut interpellé devant la banque qu'il dirigeait depuis 11 ans. Les mains derrière le dos, les menottes aux poignets. 2 policiers l'encadraient. Les passants ralentissaient le pas pour observer la scène. Un homme en costume sur mesure menotté devant une banque en plein, toujours. Le genre de scène qui pousse chaque passant à sortir son téléphone. Et c'est ce qu'ils firent. À l'intérieur, Fantasilla s'approcha de l'un des policiers restants. Ses mains tremblaient encore, mais sa voix avait retrouvé toute sa force. Elle rédigea une déposition écrite confirmant chaque détail. Le refus d'examiner les justificatifs, les propos à caractère racial, l'escalade de violence, l'agression physique. Elle consigna également les dates d'incidents antérieurs, dont elle avait été personnellement témoin au cours des 2 dernières années. D'autres clients pris pour cible, d'autres insultes proférées, d'autres journées où Gildas s'était adressé à des personnes de couleur avec le même venin. Mais ces personnes-là n'étaient pas la petite fille du fondateur. Ces personnes-là étaient simplement reparties, en silence, humiliées, sans personne, pour porter leur voix et sans aucun portrait au mur pour les protéger. Fantay parlait pour chacune d'elles désormais. Au moment où le dernier policier quitta le bâtiment, 3 vidéos de témoins étaient déjà diffusées sur Internet. La première, filmée par la jeune femme, près de la fenêtre, portait une légende qui allait être vue par des millions de personnes. Le directeur d'une banque gifle une femme noire. Il s'avère qu'elle possède la banque. En l'espace d'1 heure, 50 000 vues. En 3 heures, 200 000. À la nuit, tombée, toutes les chaînes d'infos du pays relayaient l'information. Et le visage de Gildas Tavernier servait d'illustration à chacun des articles. La vidéo ne devint pas seulement virale, elle fit l'effet d'une déflagration. Le lendemain matin, la séquence tournait en boucle sur toutes les plateformes. Les présentateurs des matinales la décortiquaient image par image. Les titres variaient selon les médias, mais le fond restait le même. Un directeur d'agence bancaire gifle une femme noire dans son propre hall, avant de découvrir qu'elle est l'actionnaire majoritaire de l'établissement. Les espaces de commentaires s'enflammèrent. Des millions de personnes regardaient les mêmes images, partageaient la même colère, écrivaient la même chose de 100 manières différentes. Comment a-t-il pu ne pas savoir? Comment peut-on traiter un autre être humain de la sorte? Et le commentaire le plus fréquent. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Sous 48 heures, le conseil d'administration de la banque se réunit en session extraordinaire. Ils examinèrent chaque seconde de la vidéosurveillance. Lurent les dépositions des clients, de Fanta, de Malik et de 2 employés de l'arrière-guichet qui avaient tout entendu à travers la porte restée ouverte. Les preuves étaient irréfutables. Elles ne laissaient place à aucune interprétation. Elles étaient absolues. Gildas Tavernier fut licencié pour faute lourde, avec effet immédiat. Violence volontaire, comportement discriminatoire, manquement grave aux règles de déontologie. Son nom fut retiré de l'annuaire interne avant même la fin de séance. Sa plaque nominative fut dévissée de la porte de son bureau avant le coucher du soleil. 11 ans de pouvoir au sein de la banque effacés et réduits à néant en un seul après-midi. Mais la perte de son emploi n'était que le début de ses ennuis. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux examina les
Enregistrement de son côté. Les 3 vidéos de témoins sous 3 angles différents, les caméras de sécurité de la banque, 41 dépositions de témoins, oculaires. Le procureur tint un point presse sur les marches du palais de justice pour annoncer que Gildas Tavernier était officiellement poursuivi pour toute violence volontaire commise dans un lieu d'accès public et injure à caractère racial. Il fut interpellé à son domicile le lendemain matin à 6h. 2 policiers à sa porte. Son épouse debout dans le couloir, en peignoir, regardant en silence, alors qu'on l'emmenait. La photo de sa garde à vue, le visage défait, les yeux cernés, sans cravate, les cheveux en bataille, un homme brisé fixant l'objectif, tout fut publié en ligne dans l'heure. Elle se répandit encore plus vite que la vidéo originale. Les internautes en firent des captures d'écran, des détournements des mèmes. Elle devint le symbole de l'abus d'autorité et des préjugés racistes ordinaires. Son avocat sollicita une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, pour éviter un procès public. Le procureur refusa. Les faits étaient trop graves, l'attention médiatique trop intense. Pas de résolution discrète, pas de négociations en coulisses. Pas question d'étouffer l'affaire. Gildas Tavernier allait être jugé publiquement et le pays entier suivrait les débats. Pendant que la procédure pénale suivait son cours, l'action civile était déjà lancée. Maître Jean-Jacques Lemaire, avocat de la Holding Lesage et l'un des plus éminents spécialistes des droits fondamentaux, déposa une plainte au civil, au nom d'Isolt Lesage. La plainte visait Gildas individuellement pour l'agression et la discrimination subie. Elle visait également la direction des ressources humaines de la banque pour négligence institutionnelle. Et ce furent les alertes ignorées qui s'avérèrent les plus accablantes. Lors de Gaze Vanessa, l'instruction, les archives des RH révélèrent que 3 plaintes formelles distinctes avaient été déposées contre Gildas au cours des 4 années précédentes. 3 clients différents, tous issus de minorités, avaient signalé avoir été humiliés, s'être vus refuser l'accès aux services, ou avoir été menacés par Gildas dans cette même agence. Les 3 plaintes avaient été examinées en interne. Toutes les 3 classées sans suite. Archivées, oubliées. Enterrées sous la paperasse et l'indifférence générale, personne n'avait bougé. 3 avertissements. 3 occasions d'éviter ce qui s'était produit. Toutes, les 3 ignorées. Jusqu'à ce qu'un homme soit assez stupide pour lever la main sur la mauvaise personne. La tempête médiatique s'intensifiait de jour en jour. Les rédactions parisiennes envoyaient des équipes de reportage à Bordeaux. Les chaînes d'infos y consacraient des heures de direct. Des podcasts entiers y furent dédiés. Les plateaux de débat disséquaient chaque aspect. Le racisme de classe, le pouvoir, la faillite des institutions, la responsabilité sociaux. Gildas Tavernier n'était plus un homme, c'était un symbole. Un cas d'école. Une mise en garde contre ce qui arrive quand le pouvoir rencontre le préjugé et que personne ne s'interpose. Sauf que cette fois, tout le monde regardait. Isolt Lesage n'accorda qu'un seul entretien, un seul. Elle s'assit dans un studio de radio, les mains jointes, et s'exprima avec cette même voix calme qu'elle avait conservée dans le hall. « Je ne me suis pas rendue dans cette agence pour prouver qui j'étais, » dit-elle. « J'y suis allée parce que chaque usager a droit au respect le plus strict de sa dignité, peu importe son apparence, peu importe le nom inscrit, sa pièce d'identité. » Elle fit une pause, fixant l'objectif. Ce qui m'est 4 jours arrivé se produit chaque jour. La seule différence, c'est que j'avais un portrait sur le mur. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens, et c'est là le véritable sujet dont nous devrions tous débattre. Cette citation fut partagée plus de 400 000 fois en une semaine. Puis, d'autres victimes se manifestèrent. 2 anciens clients, tous 2 noirs, contactèrent le cabinet de Maître Lemaire dans les jours qui suivirent le dépôt de la plainte. Ils livrèrent leur témoignage publiquement pour la première fois. L'un était un enseignant à la retraite, à qui l'on avait refusé un entretien de prêt immobilier en lui conseillant de s'adresser à des agences plus habituées à gérer des profils comme le sien. L'autre était un jeune chef d'entreprise,
accusé d'avoir falsifié ses bilans comptables lors de l'ouverture d'un compte professionnel. Tous deux dans cette même agence historique. Tous deux confrontés à Gildas. Tous deux étaient restés silencieux à l'époque, persuadés que personne ne prendrait leur parole contre celle d'un directeur d'agence en costume. Désormais, tout le monde écoutait. Chaque rédaction, chaque foyer, le pays entier était attentif. Le procès pénal dura 4 jours. Le tribunal correctionnel de Bordeaux n'eut besoin que de 3 heures de délibéré. Gildas Tavernier fut reconnu coupable de violence volontaire et de discrimination. Il fut condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis, assortie d'une obligation de s'acquitter de 200 heures de travaux d'intérêt général, TIG, et de suivre un stage de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Le président du tribunal prononça des réquisitions marquantes. Ce tribunal n'accepte pas l'ignorance comme une excuse. Et il ne reconnaît pas l'autorité comme un permis de priver autrui de sa dignité. La procédure civile se régla par une transaction financière d'un montant confidentiel mais extrêmement élevé. Dans le cadre de cet accord, l'Union bancaire du patrimoine s'engagea à mettre en œuvre un programme de formation obligatoire sur la prévention des discriminations pour l'ensemble de ses collaborateurs sur tout le territoire national. Un comité de contrôle indépendant fut créé pour recueillir et traiter les signalements, présidé par une personnalité qualifiée issue de la société civile. Les réformes étaient concrètes, contraignantes, définitives. Quant à Gildas Tavernier, l'homme qui s'était tenu au-dessus d'une femme à genoux pour lui dire que la terre était sa seule place, son agrément professionnel lui fut définitivement retiré par l'autorité de contrôle prudentielle. Il ne travaillerait plus jamais dans le secteur bancaire ou en financier pour le reste de ses jours. Son épouse demanda le divorce 2 semaines après le verdict. Aucune déclaration publique ne fut publiée. Il n'y en avait pas besoin. La vidéo avait déjà tout dit. La dernière fois que quelqu'un aperçut Gildas Tavernier, il quittait le palais de justice de Bordeaux. Seul. Sans cravate. Sans montre de valeur. Sans superbe. Juste un homme en chemise froissée, serrant contre lui une chemise en carton contenant ses documents judiciaires, traversant un parking désert où absolument personne ne l'attendait. Il avait détruit sa vie d'une seule gifle, mais la vérité était plus profonde. Ce n'était pas seulement la gifle. C'était chaque mot prononcé avant elle. Chaque insulte, chaque a priori. Chaque fois qu'il avait posé les yeux sur un autre être humain et décidé, sur la seule base de sa couleur de peau, qu'il ne méritait pas de se tenir dans la même pièce que lui. La gifle n'était que l'instant où le monde avait enfin vu ce que Gildas Tavernier avait toujours été. 6 mois plus tard, Iseult Lesage franchit de nouveau les portes de l'Union bancaire du patrimoine. Mais cette fois, tout était différent. Pas de porte-documents usés, pas d'anonymat discret. Elle portait un costume bleu marine, parfaitement ajusté, orné d'une broche en or reprenant le logo historique de banque, celui que son grand-père avait dessiné en 1952. Cette fois, chaque personne présente savait exactement qui elle était. Le hall avait été réorganisé. Des chaises blanches étaient disposées en rangées, nettes. Un pupitre se dressait près du mur des portraits, et un voile de velours recouvrait une nouveauté aux côtés de la peinture de son grand-père. Des journalistes s'alignaient au fond de la pièce. Les flashs des photographes crépitaient. Iseult était présente pour le lancement de la Fondation Lesage, pour l'égalité des chances, un programme d'insertion et de justice sociale, entièrement financé par la holding familiale. Des bourses d'études pour les jeunes issus des quartiers prioritaires, des parcours d'accompagnement pour les jeunes professionnels souhaitant s'orienter vers les métiers de la finance, un conseil de surveillance citoyen doté d'un pouvoir réel pour veiller à l'éthique de l'établissement. Ce n'était pas une opération de communication destinée à faire les gros titres, pendant un trimestre avant de disparaître discrètement. Ce programme disposait de moyens réels, de structures juridiques solides et de l'engagement personnel d'Iseult Lesage derrière chaque euro investi.
Elle se présenta au pupitre. La pièce fit silence. Mon grand-père a fondé cette banque parce qu'il était convaincu que chaque citoyen, peu importe ses origines ou sa condition sociale, méritait un lieu où sa dignité serait scrupuleusement respectée, dit-elle. Ce qui s'est produit ici il y a 6 mois a été un reniement de cette promesse. Aujourd'hui, nous entreprenons de la reconstruire. Elle se tourna vers le voile de velours, tira sur le cordon. Un nouveau portrait apparut. Iseult Lesage. Une peinture à l'huile, identique à celle de son scellant, grand-père. La même posture digne, le même regard calme. Sous le cadre, une plaque de laiton indiquait « La dignité ne se négocie pas ». Des applaudissements nourris retentirent dans la pièce. Mais Iseult ne sourit pas pour les objectifs. Elle posa les yeux sur le portrait de son grand-père, ses côtés, et pendant une brève seconde, son expression se fit plus douce. Une petite fille debout aux côtés de l'homme qui avait tracé le chemin. Au premier rang, Fantasilla applaudissait plus chaleureusement que quiconque. Ancienne guichetière, elle était désormais directrice adjointe de l'agence, promue sur recommandation personnelle d'Iseult. Cette femme qui avait eu trop peur pour parler ce jour-là, mais qui n'avait cessé de témoigner depuis lors. Sa déposition avait été un élément clé dans les 2 procédures. Iseult s'était assuré qu'elle le sache. Malik Belkacem n'était pas présent. Il avait été muté dans une autre agence du groupe 2 mois après l'incident, mais il avait écrit à Iseult une lettre manuscrite de 2 pages. Il s'y excusait de ne pas être intervenu plus tôt, d'avoir obéi à des consignes qu'il savait injustes, d'être resté immobile, alors qu'il aurait dû s'interposer. Iseult lui avait répondu par ces mots. « Vous avez hésité. Beaucoup de gens hésitent dans ces moments-là. Ce qui importe, c'est ce que vous décidez de faire une fois que vous reprenez vos esprits. » La banque annonça également la création du fonds de dotation Fernand Lesage. Le financement intégral des études supérieures de 5 étudiants méritants, issus de milieux modestes, s'orientant vers les écoles de commerce. Les premiers lauréats étaient assis au 2e rang. 3 jeunes femmes, 2 jeunes hommes. Tous premiers de leur famille à accéder aux études supérieures. Iseult serra la hand de chacun d'eux. La cérémonie prit fin dans le calme. Les caméras furent repliées et emportées. Les chaises blanches furent rassemblées et rangées. Et lentement, le hall retrouva son activité habituelle. Mais quelque chose avait changé dans ses murs. Le portrait de Fernand Lesage n'était plus seul. Sa petite fille veillait, désormais à ses côtés. Et ces 6 mots accueilleraient chaque personne, franchissant ses portes désormais. La dignité ne se négocie pas. C'est le message que je souhaite vous laisser aujourd'hui. Iseult a obtenu justice parce que son nom était inscrit sur un portrait. Parce que des caméras filmaient. Parce que sa famille possédait les murs. Mais qu'en est-il de la prochaine personne? Celle qui franchira la porte d'une banque, d'un commerce ou d'un service public et subira exactement le même traitement. Elle n'aura pas de portrait au mur. Elle n'aura pas de holding familial. Elle n'aura pas de directrice régionale pour intervenir au bon moment. Elle n'aura que vous. Là, personne debout à ses côtés. La personne derrière elle dans la file d'attente. La personne qui observe depuis l'autre bout de la pièce. La véritable victoire ne réside pas dans le fait qu'une femme d'influence ait confondu un homme plein de préjugés. La véritable victoire serait l'avènement d'un monde où la prochaine personne, même sans nom prestigieux sur la façade, sera traitée avec le même respect absolu. Si cette histoire a trouvé un écho chez vous, partagez votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà été jugé, avant même que l'on ne connaisse votre nom? Si ce récit vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent. Et le prochain est encore plus frappant. D'ici là, veillez les uns sur les autres. Car la dignité ne se négocie pas. Pour personne. Jamais. Vous savez ce à quoi je ne peux m'empêcher de penser? Le pouvoir ne vous rend pas respectable. C'est la façon dont vous l'exercez qui le détermine. Gildas avait un titre, un bureau, un costume de prix, mais dès l'instant où il a ouvert la bouche, tout cela n'avait plus aucune valeur.
parce que le pouvoir sans la décence élémentaire n'est rien d'autre de la cruauté avec un badge professionnel. Et dites-vous bien une chose. Il est aisé d'être courtois avec ceux qui se trouvent au-dessus de vous, votre supérieur, votre client, quelqu'un dont vous attendez un service. Mais comment traitez-vous la personne dont vous pensez qu'Asside, qu'elle ne peut rien vous apporter? L'inconnu dans la file, la femme au guichet sans sac de marque, sans nom de famille qui vous évoque quelque chose. C'est là le véritable test. C'est là que se révèle votre vraie nature. Non pas quand les regards sont fixés sur vous, mais quand vous pensez que personne vous observe. Et si vous vous êtes déjà trouvé de l'autre côté de cette barrière, si vous êtes déjà entré dans une pièce, en sentant les regards vous juger, avant même que vous jusant, n'ayez prononcé un seul mot, écoutez-moi bien. Ce jugement ne vous définit pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre portrait sur un mur pour avoir droit au respect le plus élémentaire. Vous n'en avez jamais eu besoin. Chaque personne que vous croisez porte en elle une histoire dont vous ignorez tout. Il ne vous appartient pas de décider de sa valeur, pas plus qu'à quiconque. Avez-vous déjà été traité comme si vous étiez invisible par quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de vous demander votre nom? Racontez-le-moi dans les commentaires. Partagez cette vidéo si elle a eu du sens pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche. La dignité ne se négocie pas. Pour personne. Jamais.